Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, on parle de la parole, justement, de l'art oratoire, de l'éloquence, une discipline dans laquelle les candidats du Limousin brillent depuis quelques années. On en parle juste après le générique. Alors qu'un grand oral va faire son apparition au bac en 2021 et que les Français sont amenés en ce moment à participer à un grand débat national, Dimanche en politique s'intéresse ce matin au concours d'éloquence. Le phénomène est en plein essor partout en France et particulièrement chez nous, puisque 2 candidats de Limoges ont remporté successivement les finales nationales du concours Eloquentia en 2017 puis en 2018. Alors qui sont les participants à ces joutes verbales? Pourquoi franchissent-ils le cap de prendre la parole en public? Comment l'art oratoire peut-il apporter une véritable émancipation? On en parle ce matin avec 4 invités. Manon Lachaise-Chabrianjas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Eloquentia à Limoges. Marion Rossin-Boisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et vous officiez très régulièrement comme juré dans les concours Eloquentia. Théotime Dornano, bonjour. Bonjour. Vous avez remporté la dernière finale nationale du concours en 2018. C'était au Panthéon, on va en reparler dans un instant. Et enfin, en duplex avec nous de Paris, Stéphane de Freitas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de ces concours Eloquentia qui ont essaimé partout en France et vous êtes aussi le réalisateur de l'excellent documentaire À voix haute et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. On en reparlera tout à l'heure au cours de l'émission. Mais d'abord, on va faire un petit flashback. Nous sommes en novembre 2018 au Panthéon. Il fait très froid. Vous êtes sur scène, Théotime Dornano, pour la finale. Le thème, c'est « Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante ». Vous argumentez à l'affirmative. On va regarder tout de suite un extrait de votre prestation. La considération des femmes est aujourd'hui toujours moindre que celle des hommes, tant du point de vue de leurs émoluments que dans nos monuments. Même si ici, depuis peu, l'une veille, j'ai beau voir, je ne vois pas l'autre Simone. La patrie n'en a cure et j'en suis fort mari, mais je compte bien en remettre une gouge. Je ne vois pas non plus l'ami Claudel, ni par un malheureux concours de circonstances, la suave Colette, mais sans doute le Panthéon leur ouvrira les portes, enfin l'avenir nous le dira. Alors vous avez l'air très à l'aise sur cette scène, devant cette foule, dans ce lieu impressionnant. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes à l'aise ou vous êtes impressionné quand même? Je suis très impressionné. Voilà. Ça se voit pas du tout. C'est un travail qui a été rendu possible grâce à l'excellente formation d'Eloquentia Limoges, un travail sur soi-même pour vaincre cette peur de parler en public et voilà, vraiment d'acquérir une aisance orale et de ne pas le démontrer en tout cas. Alors, par exemple, pour ce discours-là, c'est combien d'heures de travail? Vous avez le thème combien de temps à l'avance? Alors, là, pour la finale nationale, on a eu le thème 2 semaines à l'avance. Donc, c'était vraiment à plein temps. Je me suis dédié à fond pour pouvoir donner le maximum, puisque c'était vraiment une occasion unique pour un orateur de pouvoir déclamer dans le Panthéon. Alors, vous avez remporté le premier prix, on le voit, on voit que vous êtes ému. Vous pensez à quoi à ce moment-là, quand on vous remet le prix, on vous dit, voilà, c'est vous, le meilleur orateur 2018? On est toujours un peu mal à l'aise parce que c'est un concours, donc immédiatement on pense, il y a un gagnant, mais il y a aussi des perdants, mais on va très vite au-delà de ça et on se dit qu'on a participé à une formidable aventure et on pense finalement à tout le trajet qu'on a fait depuis les premiers discours qui n'étaient pas forcément terribles jusqu'à remporter la finale. Donc, voilà. Alors Manon Lachaise-Chabrianjas, vous êtes la nouvelle présidente de l'association. Expliquez-nous comment elle a vu le jour ici et qu'est-ce qu'elle propose, ce dont parlait Théotime justement, qu'est-ce qu'on y fait? Comment elle a vu le jour? Alors moi, j'étais pas là pour les tout débuts. Je suis arrivée 2 mois après à la première réunion et je les ai suivis corps et âme. Mais du coup, ça fait depuis 3 ans qu'elle est sur Limoges, donc depuis novembre 2016. Donc le premier concours a eu lieu dès janvier. Et tout ce qu'on propose, nous, du coup, c'est qu'on organise chaque mardi soir
des ateliers qui forment à la prise de parole en public. Donc ce sont des ateliers qui sont libres, gratuits et ouverts à tous, c'est-à-dire aux étudiants, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui sont dans la vie active et aussi des gens qui sont plus dans la vie active, mais qui sont un peu entre deux horizons, disons. Et on organise aussi le concours. Alors Stéphane de Freitas, on vous retrouve donc en direct depuis Paris. Vous êtes le fondateur d'Eloquentia, je le disais. Limoges fait partie des premières villes hors région parisienne à avoir participé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui vous a poussé à lancer ce concept et pourquoi, selon vous, il a eu autant de succès, puisqu'effectivement, il a eu beaucoup de succès? Alors, en fait, à l'origine, notre arrivée à Limoges est due à un ancien vainqueur d'Eloquentia, Eloquentia Nanterre, précisément. Le concours est né à Saint-Denis, à l'université de Saint-Denis, dans le 93, en 2013. Et puis, très rapidement, en 2014, il y a eu le concours Eloquentia Nanterre qui a été gagné par un garçon qui s'appelle Charles Tecadieu-Mona, qui est originaire de Limoges. Et lorsqu'il a dû rentrer pour des raisons professionnelles à Limoges, il a dit, écoute, moi, la formation, le concours, ça a été quelque chose qui m'a transformé, je vais le mettre en place à Limoges. Et donc Charles, en effet, a été le premier à créer un Eloquentia en dehors de Paris, à mettre en place le concours précisément et ces masterclass dont Manon vient de parler. Et surprenamment, le concours a tout de suite pris. Et étonnamment, depuis 2 ans, depuis qu'il y a les 2 finales nationales, puisque Eloquentia, effectivement, maintenant, il y a plusieurs concours à travers la France, c'est tout le temps Eloquentia Limoges qui gagne. Ben oui, c'est une fierté, il faut le dire quand même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler au départ, vous, ce qui vous a amené à créer cette association et ces concours-là? C'est vraiment votre histoire personnelle? Vous pouvez nous la rappeler en quelques mots? Oui, effectivement, moi j'ai grandi en banlieue et du jour au lendemain, j'ai dû changer d'environnement social. J'ai quitté la Seine-Saint-Denis pour, on va dire, les beaux quartiers parisiens. Et j'avais beaucoup de tics de langage, d'expressions de jeunes de banlieue, on va dire. Et j'ai souffert, dans un premier temps, de la manière dont les gens me considéraient ou me regardaient, à la manière de m'exprimer, parce que j'avais ces expressions de gars de banlieue, on va dire. Et je me suis rendu compte que en fait, j'en souffrais parce qu'on préjuge de la personne qu'on a en face de nous à la manière dont on s'exprime. Et en fait, c'est injuste. Je l'ai vécu de manière injuste. J'en ai eu honte parfois. Et puis finalement, après, on prend le dessus. Et c'est vraiment par des cours de rhétorique, des cours de théâtre, des cours aussi, oui, effectivement, d'expression scénique que j'ai retrouvé ma confiance en moi. Et plus tard, je me suis dit, à partir de 2012, notamment à Saint-Denis, qu'il y avait un besoin dans ce pays où on n'enseigne pas la prise de parole dans le système éducatif, où l'oralité était très absente jusqu'à présent, c'était fondamental de remettre ce que j'appelle la prise de parole éducative au menu des programmes scolaires, d'une part, et d'autre part de recréer des agoras, parce qu'on le voit avec la crise sur la liberté d'expression qu'on a eue, on a un pays qui a eu du mal à dialoguer, à s'exprimer, et c'était fondamental, me semble-t-il, de recréer des petites agoras, et je trouve que c'est d'autant plus d'actualité qu'à une époque, on a besoin d'organiser des grands débats, donc il me semblait fondamental de recréer des agoras où on puisse prendre la parole librement, sous toutes les formes, pour partager son point de vue, son opinion, sous quelque forme que ce soit. Merci, on vous retrouvera dans quelques minutes. Je me tourne vers Marion Rossin-Boisseau. Vous êtes avocate, vous, donc l'éloquence, c'est une qualité qui est indispensable dans votre métier. Vous diriez ça ou pas? Alors, pas forcément dans tous les domaines. Oui, mais en fait, c'est pas l'éloquence comme on peut voir à Eloquentia, parce que Charles avait démarché l'ordre des avocats pour avoir un partenariat, puisqu'on considérait qu'effectivement, l'avocat, c'est un orateur, c'est un bon orateur, on le voit plaider. Et du coup, il avait démarché l'ordre des avocats, et sous l'égide d'Edith Vergimore-Lighem, il y a un partenariat qui s'est fait, donc qui est toujours en vigueur ce jour avec Maître Olivet, et où la maison de l'avocat accueille du coup ses ateliers le mardi soir. Alors maintenant, les lieux ont été diversifiés pour permettre à tout le monde de pouvoir s'y rendre, et peut-être de désacraliser aussi le lieu de la maison de l'avocat, parce que c'était pas forcément évident pour tout le monde de pousser la porte. Mais quand on a commencé à suivre Eloquentia, puisqu'on a un groupe de volontaires à venir... Vous participez à tous les jurés, on peut le dire. Oui. Voilà. Vous êtes une spécialiste. C'est ça, on nous a dit oui, mais vous c'est facile pour vous de prendre la parole, sauf que nous, on est passé par ces stades-là aussi, par le biais de l'école d'avocat et après dans notre profession. Et c'est pas si évident que ça
pour nous, je ne suis pas sûre qu'on nous mettrait en mesure de passer le concours, puisque j'ai dépassé l'âge. Mais je trouverais ça difficile parce que nous, on a un support, on a un dossier, on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Là, c'est vraiment un débat d'idées. Il faut défendre des fois des idées qu'on partage et parfois, il faut aller à l'encontre de ses convictions. Oui, parce qu'on va rappeler qu'en général, il y a une question ou un thème et on vous dit, vous êtes pour et vous êtes contre et vous n'avez pas le choix, en fait. Oui. Est-ce que vous avez eu des surprises lors de ces jurys où vous avez été soufflé parfois? On l'est tant par la qualité, parce que vraiment on a été épaté par la qualité des gens qui participent au concours, pas seulement des finalistes, mais de l'ensemble des participants. Parce qu'avant d'arriver sur les phases publiques, il y a quand même toute une partie de phases les samedis matins où ils sont nombreux et où on a été surpris. Alors effectivement, tant par la proposition, parce qu'on a une proposition, Théo Tim, il a tout de suite une personnalité, un univers, donc il nous emporte, mais on a eu d'autres participants aussi, on a eu un slammer, enfin c'est très diversifié. Et après, parfois, on a eu des sujets où on a une accroche plutôt pour l'affirmative ou la positive et où on a pu être retourné par l'orateur parce qu'il avait vraiment bien débattu le sujet et où vraiment on était bluffés. Théotime Dornano, vous avez été étudiant en droit, vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vous aviez un rapport avec la prise de parole en public avant Eloquentia qui était pas le même qu'aujourd'hui ? Alors, oui, moi j'ai une petite passion quand même qui est le rap, la musique du rap. Ouais. Donc voilà, étant adolescent, j'en écoutais beaucoup, j'en faisais comme ça avec mes copains. Donc c'est une manière aussi de s'exprimer, d'apprendre à faire des rimes, à jouer avec les mots. Et finalement, après, c'était un apprentissage qui m'a permis de découvrir la langue française que j'aime beaucoup et un moyen finalement, paradoxalement, d'accéder aussi à des grands auteurs qui jouent avec les mots, par exemple Raymond Queneau, etc., etc. Donc voilà, j'avais déjà ce rapport-là. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai vécu en Océanie, donc un État qui s'appelle le Vanuatu, à côté de la Nouvelle-Calédonie. Vous portez le drapeau, là, sur votre veste. Dont je porte le drapeau. Et en fait, le rapport à la parole y est différent parce que c'est un pays de tradition orale. Où on transmet par la parole. On transmet par la parole, on transmet sa généalogie, son héritage, le culte des ancêtres par la parole. Et les règles de la parole, la codification de la parole n'est pas la même qu'en France. Donc en y arrivant, j'étais un peu surpris, puis j'ai pu m'adapter et découvrir un nouveau rapport à la parole et comment la parole était vecteur de paix, de dialogue dans une communauté, dans un clan. Et aujourd'hui, vous enseignez, ça vous aide quand vous enseignez ou pas du tout ? Oui, alors c'est un exercice encore différent. On a un public, mais qui n'est pas le même. Voilà, on a un public qui n'est pas le même. Et surtout, on a un public qu'on ne cherche pas à convaincre, mais auquel on cherche à transmettre une connaissance. Donc on a une responsabilité en plus que le message soit entendu, compris, appris, plus que un message seulement qui séduit ou qui vise à divertir. Donc là, il y a vraiment une responsabilité, davantage de sérieux. Et puis, j'enseigne une matière qui est quand même assez rigoureuse, qui est le droit. Donc, c'est parfois un petit peu ennuyeux pour mes étudiants de l'école de commerce de Limoges. Alors, vous avez été gagnant et finaliste national, mais vous n'étiez pas le premier, on l'a bien compris. Il y avait donc même un prédécesseur encore avant. Et puis, il y a eu Martial Jardel qui avait, lui, gagné en 2017. C'était à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. On va voir dans cet extrait, d'ailleurs, que Limoges a inspiré une partie de son discours sur le thème « L'interprétation est-elle une création ?» On regarde. Pourquoi investir des milliards d'euros dans l'Hyperloop, train supersonique à 1000 km/h dans un tube, alors que nous maîtrisons parfaitement une technologie qui permet de relier Paris à Marseille en 3 heures ? Faut-il à tout prix aller plus vite, tout le temps ? Alors pardonnez-moi de bloquer un peu sur ça, mais faut-il être un conservateur limougeot illuminé pour penser que ce type de progrès-là fait d'énormes dégâts collatéraux ? Qu'en mettant Marseille à 1 heure de Paris, vous rayez définitivement Limoges de la carte de France. Je suis sûre que les partisans de l'Hyperloop apprécieront ce passage. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Martial Jardel, donc il a eu 20 sur 20 à l'oral du bac, ça ne surprendra personne, mais 6 en français, 8 en philo, il ne s'en cache pas d'ailleurs. En 2021, il y aura un grand oral au bac. Stéphane de Freitas, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'oralité n'est pas suffisamment mise en valeur à l'école. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que selon vous, c'est un signe positif ?
Alors complètement, enfin, il y avait des cours de rhétorique à la fin du 19e siècle qui ont été supprimés, puis c'est le grand retour, hein, cette affirmation selon laquelle, dès la rentrée prochaine d'ailleurs dans les collèges, il y aura une demi-heure d'éloquence obligatoire dans les cours de français, et puis effectivement en perspective du grand oral, pour le bac, ça arrivera l'année suivante pour les lycées, me semble-t-il. Donc c'est un signal fort, mais j'ai envie de dire, c'est plus le chemin qui va être intéressant, parce que ce grand oral, ça va être effectivement un oral de contrôle de connaissances, parce qu'on ne va pas faire passer les étudiants s'ils ne maîtrisent pas les matières de fond, puisque ça sera un oral où on mélangera 2 matières fondamentales que les lycéens auront choisies. Mais c'est le signal qui est intéressant, c'est plutôt ces demi-heures d'éloquence. Alors moi, j'aime pas trop parler d'éloquence, parce que l'éloquence, c'est un effet, et il existe différents types d'éloquence. Il y a l'éloquence de l'avocat, qui vise à convaincre l'auditoire qu'on accepte de défendre un client, aussi condamnable puisse-t-il être peut-être, mais dès lors qu'on considère qu'il a le droit d'être défendu, c'est le défendre coûte que coûte, et que ce soit des arguments de procédure, de droit de la procédure ou de droit de fond, donc tous les coups sont permis. Pareil pour l'éloquence de la politique, l'éloquence du comédien, il y en a beaucoup. Et je pense qu'on gagnerait à préciser, moi je préfère militer pour des termes de prise de parole éducative, c'est l'idée selon laquelle si on s'habitue à prendre la parole, à s'affirmer, en fait on se révèle aux autres, on apprend à se révéler soi-même. Et il y a un enjeu fondamental, c'est de développer la culture du débat, de la prise de parole, mais aussi de l'écoute. Si on veut faire une société qui est métisse et plurielle et qui est appelée à être co-construite, et on le voit aujourd'hui avec ce grand débat, tout le monde veut avoir voix au chapitre, dans une génération où, à travers les réseaux sociaux, à travers les blogs, à travers les vlogs, tout le monde veut donner son opinion. Et c'est une société qui appelle à être co-construite. Si on n'enseigne pas dès le plus jeune âge, et dans les collèges, les lycées, et Eloquentia va commencer ses formations, ses expérimentations maternelles cette année, si dès le plus jeune âge on n'apprend pas à s'affirmer, à avoir confiance en soi, à trouver, à ressentir ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, nos convictions, nos idées, mais aussi à écouter, à recevoir celle de l'autre, alors on ne peut pas faire société. Donc à mon avis, moi je milite depuis 7 ans, et là c'est une réjouissance de voir que Eloquentia essaime partout, que des professeurs de l'éducation nationale s'inscrivent à nos formations, qu'Eloquentia est devenu le plus grand concours de prise de parole francophone, mais à mon avis c'est qu'il y a une soif générationnelle de réapprendre à dialoguer dans cette société à voix multiples. Oui, et je précise d'ailleurs qu'effectivement, il y a même d'autres concours qui existent en France, hein, la Coupe de France universitaire des débats, l'association Fleurs d'éloquence, entre autres. Je me tourne vers vous, Marion Rossin-Boisseau. En quoi ça peut être utile dans sa vie de plus avoir peur de parler devant un public ? Mais après, je pense qu'on l'a pas mal éprouvé avec Eloquentia, puisqu'on est intervenu dans différents endroits. Donc effectivement, il y a les ateliers qui ont lieu le mardi soir. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers ? Alors, dans ces ateliers, déjà, on apprend, je pense, à être décomplexé de prendre la parole en public. On apprend à porter la voix, à délivrer un message. Mais je pense que c'est plus d'être en accord et de pouvoir se lever et prendre la parole et de ne pas se sentir automatiquement jugé. Donc nous, ce qu'on dit sur les ateliers, c'est allez-y parce que c'est un univers qui est bienveillant. C'est comme un cocon, on ne se moque pas de celui qui on n'est ose. pas là pour se moquer. Et souvent, celui qui prend la parole en premier, c'est un peu le déclencheur parce que les autres vont suivre. Et quand on voit effectivement qu'il n'est pas moqué, qu'il n'est pas raillé, parce que parfois, les mots butent, c'est un peu compliqué, on est un peu stressé. Après, ça déclenche et on a pu le constater, alors non seulement sur les ateliers, mais quand on est intervenu aussi dans les lycées, comme on a pu le faire l'année dernière, où effectivement... là, il fallait désigner un peu les volontaires parce qu'ils étaient tous contents d'être là, mais pas forcément pour venir sur le devant de la scène. Donc, on désignait les volontaires et on voyait qu'il y en avait qui n'étaient pas trop chauds. Et après, les copains les poussaient un peu. Et puis, le premier exercice, ils passaient stressés. Et après, ils levaient systématiquement la main pour passer parce que voilà, le cap était fait. Et c'était bon. On l'a vu aussi quand on a fait les interventions à Legrand, où là, on est dans un milieu professionnel. Donc, qui est encore plus rigide, je dirais, parce que voilà, on est au milieu des siens. Dans l'entreprise, oui, c'est un milieu très particulier, oui. Et où effectivement, finalement, de prendre la parole, de pas effectivement être jugé, que ce soit des conseils qui soient pratiques, qui soient applicables dans le quotidien, c'est quelque chose qui ramène une plus-value. Parce qu'effectivement, de toute manière, aujourd'hui, on a besoin de l'oralité. Vous voulez franchir le cap d'avoir un travail, vous êtes obligé d'avoir un entretien d'embauche. Chez le banquier. Voilà, tout le temps, vous êtes obligé d'utiliser ça. Donc, plus vous êtes à
à l'aise, plus c'est facile, effectivement, de quelque part se vendre et de vendre ses idées et de pouvoir dialoguer. Après, ça ne veut pas dire qu'on est sur une rupture. C'est pas parce qu'on a des idées que nos idées on est campé sur nos idées, mais c'est plus pour avoir un échange. Mais si à la base on ne prend pas la parole, il va y avoir des échanges. Manon Lachèche, Sabrina Angers, votre soirée de lancement, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le 8 février, donc la nouvelle session du concours. Les inscriptions sont encore possibles, donc vous en appelez à qui pour participer à ce concours? Du coup, il y a notre soirée de lancement qui est le vendredi 8 février, donc ouverture gratuite, libre. Il y a seulement une inscription à faire en amont. C'est au Théâtre de l'Union. Et à partir de là, en fait, les inscriptions ouvrent. Donc vous avez une dizaine de jours avant que le concours débute. Très bien. Alors, pour mieux faire connaître ces concours, on l'a dit tout à l'heure, Stéphane de Freitas, vous en avez fait un documentaire qui s'appelle À voix haute, qui a été diffusé en 2016 sur YouTube et sur France 2, avant de sortir au cinéma en 2017. Il a connu un très grand succès, mérité, il faut le dire. On va en regarder un petit extrait. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait, je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi, je suis Sonny. Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ? Alors, on vous le recommande, ce documentaire. Stéphane de Freitas, aujourd'hui, vous poursuivez cette envie de développer l'entraide, mais cette fois, c'est un réseau social solidaire qui s'appelle Indigo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, tout à fait. Il y a 7 ans, quand j'ai plaqué et que j'ai décidé de créer la coopérative Indigo, qui est fondatrice des programmes Eloquentia, il y avait 2 aspects qui me semblaient indispensables. C'était de redévelopper du dialogue. On voyait qu'il y avait une tension sur la liberté d'expression qui grandissait, notamment en 2012 quand j'ai commencé. Puis il y avait un deuxième sujet qui me choquait en tant que citoyen, c'était qu'à l'époque, il y avait 571 individus les plus riches qui détenaient autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et je voyais ce chiffre chaque année, l'Oxfam Report, d'ailleurs, qui cette année est sorti il y a quelques semaines, je voyais ce chiffre se réduire jusqu'à arriver cette année à 26 individus les plus riches qui détiennent autant que la moitié du globe. Et en fait, à mon sens, c'est une des plus grandes absurdités du monde dans lequel on vit, cette concentration des richesses, avec des centaines de millions, 600 millions d'individus, je ne sais pas le chiffre exact, mais qui ce soir ne savent pas forcément comment se loger, voire se nourrir. Et donc, j'ai eu cette idée de créer un système d'entraide qui est téléchargeable sur les applications smartphone depuis quelques jours, ça fait pas très longtemps, donc ça s'appelle Indigo, et c'est très simple, dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on vous présente la personne qui peut vous le donner gratuitement. L'autre aspect, c'est que dès que vous participez à des actions associatives, eh bien, toutes les associations autour de Limoges, par exemple, qui souhaitent bénéficier d'Indigo, peuvent nous contacter, de telle sorte que sur l'application, elles pourront aussi demander de l'aide. Et plus on aide les associations, plus en fait, on peut bénéficier d'objets ou de services gratuitement. Donc c'est une plateforme d'entraide solidaire qui connaît un engouement assez incroyable, puisqu'en quelques semaines, on a déjà quelques milliers de personnes qui se sont inscrites et qui rencontre surprenamment avec l'actualité, tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, énormément de supporters. On est étonnés, surpris, et on aimerait bien voir peut-être qu'une communauté se crée à Limoges, mais en tout cas un peu partout en France, ça a commencé et c'est assez étonnant. Alors finalement, on a cette image des réseaux sociaux qui ont ce côté de repli sur soi ou de jugement des autres, et en fait, il y avait un créneau à prendre, si on peut dire. C'est ce que vous pourriez dire ? Alors, je pense qu'il est inéluctable que des systèmes complémentaires au système actuel, où en France, il y a quand même une majorité de gens qui gagnent
près entre 1 000 euros et 1 500 euros que de personnes qui gagnent plus, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on oppose la fin du mois à la fin du monde. C'est, je pense, des schémas dangereux, mais il y a plein de gens qui, au quotidien, à la fin du mois, ne savent pas comment s'en sortir, acheter des meubles, acheter une chaise, des vêtements. Et c'est fondamental qu'on puisse trouver des systèmes qui recyclent les objets, qui sont écologistes. C'est-à-dire qu'on a peut-être un voisin qui a peut-être un manteau, une chaise, une table, une vieille télé, qui ne sait pas quoi en faire, et que peut-être le voisin qui a peut-être pas les moyens à la fin du mois de se le permettre, de recycler comme ça ces objets, et aussi des services ponctuels. Si quelqu'un qui peut nous aider à déménager, à repeindre un mur, c'est fondamental que l'entraide prenne le pas sur ce système qui est devenu, ma foi, un petit peu fou et en tout cas très déséquilibré. Merci beaucoup d'avoir fait passer ce message-là, en tout cas auprès des habitants du Limousin. Il nous reste quelques minutes d'émission. Vous le disiez, donc le concours il va commencer la semaine prochaine. À ceux qui se disent, tiens, je vais peut-être aller voir, mais je ne suis pas sûre, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Théo Tim? Il ne faut pas hésiter? Faut pas hésiter. Bien sûr, c'est une aventure formidable. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on y perd? Puisqu'on a tout à gagner, un travail sur soi. Effectivement, une petite appréhension au début, mais une fois que le premier mot est lancé, voilà, et une fois que le dernier mot est lancé aussi, là, l'adrénaline vous envahit, vous avez passé un bon moment, vous allez rencontrer des gens, voilà, et finalement créer du lien social. Et pouvoir vous exprimer sur ce que vous pensez et défendre vos idées. Marion, vous êtes d'accord? Oui, parce que je pense qu'effectivement, c'est ce que disait Théo, au-delà de l'aventure qu'on fait avec soi-même, de se projeter, Eloquentia, c'est quand même une grande famille où il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'entraide, c'est toujours bienveillant. Effectivement, quand on voit qu'on en a un de nous qui va être propulsé au concours et qui peut gagner, c'est quand même tout un réseau qui se met en place pour le soutenir. Et je pense que de la plus petite échelle, donc aux prémices du concours jusqu'à effectivement le concours national, c'est vraiment une aventure humaine qui est enrichissante et qui permet après d'être plus à l'aise dans la vie de manière générale. Manon, un dernier mot. Vous espérez un 3e titre consécutif cette année, un nouveau Limojo qui obtiendrait la consécration ultime? Oui, totalement. Ou alors une Limojaude, pourquoi pas, pour une fois. Oui, c'est vrai que c'était des garçons. Vous en appelez à... Alors, qui peut participer? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? On l'évoquait tout à l'heure. Tout résident de la Haute-Vienne, entre 18 et 30 ans. D'accord. Et après, pas de conditions de qualité étudiante ou pas. D'accord. Et ensuite, le calendrier, c'est donc on démarre en février. Démarre février, on finit fin mars, début avril. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ici en plateau à Limoges. Merci Stéphane de Freitas d'avoir fait le déplacement jusqu'au siège de France Télévisions pour être avec nous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Tout de suite, c'est votre Flash Info avec Angélique Martinez. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. La semaine prochaine, une émission spéciale en collaboration avec nos confrères de la radio, France Bleu Limousin. Et évidemment, on parlera du débat national dont on a parlé dans cette émission-là aussi. On fera un état des lieux des attentes des Limousins en la matière. À la semaine prochaine et très bon dimanche à tous sur France 3.